Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je repars à la découverte des associations de la région cette semaine et je suis ravie de vous présenter une association qui porte la bienfaisance, l'entraide et le respect comme valeur. Vous allez comprendre pourquoi cette association est utile et pourquoi il faut la médiatiser. La SFB, ou Société française de bienfaisance, a une longue histoire franco-suisse. Elle est un des principaux interlocuteurs lorsqu'un ressortissant français se trouve confronté à des difficultés dans la région. Il est donc très important qu'elle figure dans les numéros d'urgence de certaines personnes ou que vous sachiez simplement qu'elle existe. Je reçois aujourd'hui la présidente de la SFB, Anne Dumondel, et son vice-président et trésorier Xavier Munier pour nous expliquer la fondation de la SFB ainsi que ses actions actuelles. Bonjour Anne, bonjour Xavier. Bonjour Jenny. Bonjour Jenny et merci de nous accueillir. Je suis ravie de vous avoir. Merci donc de participer à Franzine et je me fais un plaisir de présenter les associations en général. Mais là, forcément, ça me parle encore plus parce que je me dis que c'est vraiment utile. On souhaite que ça ne le soit pas, bien sûr, mais évidemment, vous aidez les ressortissants français dans la région. Vous venez de fêter en grande pompe les 150 ans de l'association. Donc déjà, félicitations. Et est-ce que je peux vous demander du coup de revenir sur la longue histoire de votre association ? Oui, la Société française de bienfaisance a été, comme vous venez de le dire, depuis 150 ans, suite à l'internement en Suisse des soldats de l'armée Bourbaki. Il faut remonter un peu dans l'histoire. En 1871, Napoléon III a été fait prisonnier. L'armée Bourbaki s'est retrouvée acculée dans le Jura par des températures moins 20 et beaucoup de neige et n'a eu d'autre solution que de demander l'asile à la Suisse. La Suisse a accepté. Du coup, 87 000 soldats ont été répartis dans toute la Suisse, sauf le Tessin, parce que le Gothard n'existait pas encore, le tunnel. Voilà, il y en a eu à Zurich à peu près 4 000. À la suite de quoi, des Français qui habitaient là ont créé une société de secours qui s'est transformée le 8 juillet 1871 en Société française de bienfaisance. D'accord. Donc c'était la guerre Prusse-France. Oui, c'était la guerre franco-prusse. Oui, c'est ça. Oui. Alors, je crois qu'en même temps que votre association est née une grande association suisse de bienfaisance aussi, la Croix-Rouge, qui s'est développée, n'est-ce pas ? Donc peut-être que moi j'aime bien faire ce pont puisque finalement votre histoire est commune, c'est une histoire franco-suisse binationale, donc on est en plein dans le thème. Est-ce que vous voulez en parler aussi de cet aspect-là historique ? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. La Croix-Rouge a été créée en 1864. Le président Dunant avait été reporter du côté de Solferino à cette époque et c'était une vraie boucherie, donc ça l'avait travaillé, et à la suite de quoi il avait créé avec d'autres personnes la Croix-Rouge suisse. Donc pour la Croix-Rouge, cet épisode a été un essai à grandeur nature. Ils ont pu mettre en place ce qu'ils avaient déjà prévu et ça a été un exercice à grandeur nature. Et la Suisse était relativement pauvre à l'époque, mais les Suisses ont réagi, ont donné leur chemise, ont donné de l'argent. Et ça a été, oui, pour la Croix-Rouge, une excellente opportunité de... Mais je crois que ça va en étonner plus d'un de savoir que la Suisse était pauvre il y a 150 ans. Donc je crois que l'essor s'est fait autour de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'essor financier de la Suisse plus ou moins dans la première partie du XXe siècle. Pauvres et peut-être pas, disons, n'étaient pas riches. Oui. Et donc les gens, malgré tout, ont donné ce qu'ils avaient et c'est un excellent exemple de solidarité. Oui, dans certains cantons, je crois qu'effectivement, le niveau de vie était assez bas et les gens, comme dit Xavier, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ont fait preuve de beaucoup de solidarité. À l'égard des Français. Et je crois aussi qu'il y avait... une attirance pour les caractéristiques françaises, la jovialité, et ils ont apprécié justement d'avoir des Français avec eux parce que ça les changeait de leurs conditions habituelles. Et de même, les Français ont été très touchés par l'accueil des Suisses, et donc il y a des liens assez forts qui se sont tissés à ce moment-là. Ah ben, très bien pour les échanges, et c'est vrai que c'est donc une terre d'asile finalement. Ouais. Je voudrais vous demander aujourd'hui comment a évolué votre association. Ce que vous faites aujourd'hui, quelle est sa pertinence ? Donc, c'était lors d'une crise qu'elle a été fondée. Et aujourd'hui, comment vous avez évolué ?
On ne va pas refaire toute l'historique. Non, peut-être pas, mais actuellement. Au moment du jubilé. À l'heure actuelle, en fait, le rôle de la Société de bienfaisance, c'est de venir en aide à des Français qui résident dans la circonscription consulaire de Zurich, dans les cantons alémaniques, au Tessin et au Liechtenstein, des Français qui sont en situation difficile, en situation précaire, ce que beaucoup ont du mal à s'imaginer, parce que quand on dit la Suisse, tout le monde s'imagine que tout le monde est riche et que il n'y a pas de problème de pauvreté. Et donc, ces Français qui sont en situation précaire, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, soit parce qu'ils sont malades, soit parce que ils sont veufs ou veuves, ou parce il y a eu un divorce ou d'autres phénomènes, et quelquefois ils cumulent plusieurs problèmes. Ils se retrouvent donc dans des situations difficiles, et en plus en Suisse alémanique, les Français ne sont pas tous en mesure de parler l'allemand, et donc ils ont besoin non seulement qu'on les écoute, parce que ça c'est un facteur qui est important. D'accord. L'écoute. Donc le soutien moral. Voilà, savoir ce qu'il en est, qu'ils nous expliquent, qu'ils nous disent de quoi ils ont besoin, et puis après qu'ils nous ont dit ça, souvent ils ont besoin aussi d'une aide matérielle. Cette aide matérielle ne se fait pas automatiquement. On leur demande de nous fournir un certain nombre de documents de manière à étudier leur situation financière, et en fonction de l'étude de ces documents, nous sommes en mesure de dire si oui ou non nous les aidons, et si oui, de quelle façon. En tout cas, l'aide que nous attribuons, l'aide financière, ne se fait jamais sous forme d'argent. Nous payons pour eux des factures qu'ils ne peuvent pas honorer. D'hôtel. Voilà, enfin d'hôtel si ce sont des gens de passage. L'hôtel, ce serait plus pour en relation avec le consulat, mais autrement, oui, des cours, donc pas forcément en situation d'urgence ultime, mais aussi pour reprendre pied à la vie. Voilà, mais quelquefois c'est un peu de l'urgence malgré tout, parce que par exemple, s'ils ne peuvent plus payer leur loyer, au bout d'un moment, ils risquent l'expulsion. Donc, dans certains cas, on va temporairement, parce que ce ne sont pas des aides qui se font pendant des mois et des mois. Ça n'est pas le but de la société, et elle n'a pas non plus les moyens financiers de le faire. Donc, c'est pareil au plus pressé, en fait. Et aussi pour leur éviter, dans certains cas, d'être aux poursuites, ce qui arrive à certains. Et donc là, c'est aussi des situations qui, avec le temps, empirent. Et donc, on essaye de les aider en les aidant à rembourser progressivement les prêts qu'ils ont eus, de manière à ce qu'au niveau des poursuites, ils ne soient plus inscrits. Mm-hmm. Mais c'est très difficile pour certains parce qu'ils continuent à vivre de la même façon. Et donc, une fois que les factures ont été payées, de nouveau, ils se retrouvent aux poursuites pour d'autres. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Je comprends. Ouais. En général, les services sociaux remarquent que certaines personnes ont du mal à remplir les dossiers, à faire la démarche, peut-être à transmettre leurs informations privées. Peut-être que vous pouvez rassurer sur l'aspect confidentiel. Ah oui, ça de toute façon, oui, j'ai oublié de le dire. Les informations que nous donnent les personnes qui se confient à nous sont totalement confidentielles. Nous avons l'obligation le Schweigepflicht, comme on dit ici, l'obligation de réserve. D'accord, très bien. Et ça, ils le savent. C'est comme lorsqu'ils remplissent un dossier de demande de bourse au consulat, tous les renseignements qu'ils indiquent sont confidentiels. Et donc, personne d'autre que ceux qui sont chargés de ces dossiers ne connaissent ces informations, et en tout cas ne les confient à personne d'autre. Vous travaillez de concert donc avec le consulat, j'entends ? Oui, le consulat a un service social, mais par la force des choses, ils n'ont pas ou plus les moyens, donc on travaille effectivement de concert avec eux. Ils nous envoient des personnes. Nous avons aussi déposé des flyers au consulat. Nous pouvons intervenir en fonction de leur demande. D'accord, très bien. Mais ce sont par exemple des personnes qui arrivent à Zurich pour quelques jours, par exemple, et qui se retrouvent démunies, ou alors qui ont une situation plus compliquée dans l'urgence. Le consulat n'ayant pas de moyens suffisants fait appel à nous, donc nous rencontrons en général ces personnes, et là Xavier a trouvé une possibilité dans un hôtel, donc on travaille en collaboration avec eux de manière à ce qu'on puisse éventuellement leur envoyer pour une nuit ou deux quelqu'un pour une nuit, et à ce moment-là c'est la bienfaisance qui règle la facture pour ces personnes. D'accord. Mais c'est vraiment un cas un petit peu exceptionnel. Exceptionnel. Oui.
Mais non, mais autrement, le consulat, je pense, la personne avec qui Anne est en contact là, pour les bourses, transmet nos coordonnées. Et si les personnes nous contactent, nous intervenons. Mais c'est pas à nous d'aller vers les personnes. Oui. Il faut que quand même la personne fasse la démarche. Et vous ne pouvez pas savoir. Est-ce qu'on peut vous alerter sur le cas d'une famille Oui, alors ça a été fait, effectivement, la personne responsable de la commission des bourses, parce que les Français peuvent demander, comme ils sont français et que le lycée est français, ils peuvent demander l'attribution d'une bourse ou d'un pourcentage de bourse pour leurs enfants. Et donc, il y a une personne au consulat qui étudie tous les dossiers, un peu ce que nous faisons nous pour aider les gens qui s'adressent à nous. Et donc, il y a 2 commissions par an qui se réunissent pour prendre des décisions. Et nous sommes associés à cette commission parce que parmi les familles qui demandent une bourse, il y a des familles qui sont en difficulté, dont les enfants sont au lycée français. Et à ce moment-là, nous sommes en mesure, si ces personnes sont venues nous voir, d'expliquer leur situation et dans certains cas d'aller dans leur sens en disant vraiment cette famille-là a besoin d'avoir cette bourse, de dire en quelques mots quelle est la situation sans donner d'informations confidentielles, mais pour soutenir l'attribution de certains dossiers et inversement aussi dans certains cas pour dire non. Quand il y a tentative d'abus, ou peut-être pas d'abus, mais enfin, essai de contournement. Oui, un essai, voilà. oui. C'est arrivé une fois où, effectivement, une famille essayait d'obtenir une bourse pour un enfant d'un 2e mariage. Pour cet enfant, il ne se justifiait pas d'attribuer de bourse dans la mesure où l'un des parents avait tout à fait de quoi subvenir à ses besoins. Alors que les enfants du premier lit, eux, étaient dans une situation plus difficile. Et là, on avait insisté pour qu'ils puissent bénéficier d'une bourse. Donc, dans certains cas, ça peut aussi pour dire non, là, c'est pas nécessaire. Oui. Mais nous n'intervenons bien sûr que pour les familles que nous connaissons. D'accord. Je voulais dire aussi que nous avons été contactés par des conseillers consulaires. On a transmis l'information, donc on avait été avisé de cas dramatiques, mais la personne ne nous a pas contactés. Peut-être qu'il y a une certaine gêne, il y a une honte, je ne sais pas. Comme nous l'avons dit un petit peu avant, c'est à la personne aussi de faire la démarche. Elle doit venir vers nous, ce n'est pas à nous obligatoirement de la contacter. Donc de toute manière, je mettrai aussi tous vos contacts dans la bio du podcast, les mails, peut-être un numéro de téléphone d'urgence, voilà, donc pour qu'on puisse vous contacter plus rapidement. Parce que c'est vrai qu'en général, les personnes en situation de crise sont un peu sous l'eau et n'arrivent pas forcément à réfléchir comme dans la vie normale où on est plus rationnel. On est comme dans l'urgence. Hein. Quand ce sont des personnes qui sollicitent une bourse ou qui sont allées au consulat, la personne chargée justement des dossiers de bourse leur donne nos coordonnées. Ah, très bien. Et parallèlement, elle nous envoie un email ou nos téléphones pour dire voilà, il y a une famille qui va sans doute vous contacter. Mais comme dit Xavier, il faut que ce soit à la famille de faire la démarche. Même si c'est vrai que c'est difficile parce que là, on leur demande vraiment leur salaire, en fait, des tas d'informations qu'ils n'ont pas forcément envie de donner, ce qu'on peut comprendre. Mais sans ces informations, on ne peut pas prendre de décision. Je crois que vous avez 4 ou 5 valeurs que vous prenez. Oui. D'ailleurs, qui prouvent aussi que vous êtes une association laïque qui s'adresse à tout le monde du moment. Voilà. Alors, les 4 valeurs sont la bienveillance, l'écoute, le respect et l'équité. Voilà, alors c'était l'équité aussi qui m'avait interpellée. Voilà, Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Oui, essayer de traiter tout le monde selon les mêmes critères, sans autre considération. Oui, on est apolitique, on n'a pas de confession, on est neutre. On est neutre, Alors, je crois qu'on a évoqué ce que vous donnez comme main tendue donc à ces personnes en situation de crise. Et j'aimerais qu'on évoque vos moments forts de l'année. Alors, je sais que l'année passée, c'était un petit peu compliqué avec la situation. On espère que ça s'arrangera. Mais voilà, je crois que vous avez quand même au moins 2 rendez-vous dans l'année. Et puis aussi, je voudrais vous demander comment on peut vous soutenir. Le nerf de la guerre étant les finances aussi. Comment vous remplissez vos caisses. Donc voilà, je vous laisse en parler. Oui, volontiers. Nous avons des cotisations de membres, mais elles sont pas énormes. Oui, ça nous fait vivre. On a la chance d'avoir un capital important et oui. Enfin, nous avons un capital qui nous permet de subvenir aux différents cas.
La bourse nous ayant été favorable, donc... un bon trésorier. Un bon trésorier. Oui, exactement. J'ai repris la situation des prédécesseurs, donc voilà. Et puis, si le besoin s'en fait sentir, on peut intervenir, déposer une demande de subvention auprès du consulat en expliquant le but de cette subvention, nos besoins. Il nous est arrivé dans le passé d'être soutenus par la France via des subventions. Pour être membre, c'est 40 francs, je crois. 40 francs pour une personne seule, 60 francs pour un couple, 100 francs pour une entreprise et à partir de 200 francs, généreux donateur. Et plus, parce qu'il n'y a pas de limite supérieure. Oui, bien entendu. Je voudrais peut-être juste ajouter que le capital dont nous disposons est en partie lié au fait qu'une autre société de bienfaisance qui s'est dissoute nous a attribué son capital et donc, bien évidemment, ça nous est utile. D'accord, très bien. Avant, il y avait 2 sociétés Il y en a plusieurs en Suisse. Mais françaises particulièrement? Il y en avait une à Bâle et qui, pour je ne sais quelle raison, a fermé, peut-être manque de membres, manque de cas. Et dans leur statut, il était inscrit que si la société venait à être dissoute, le capital devrait aller à une autre société de bienfaisance. Oui, s'il y a plus de bénévoles et qu'il y a moins de membres, forcément, une association disparaît. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, vous reprenez le flambeau. Vous agissez aussi pour des personnes en dehors de Zurich? Oui, mais donc de Bâle à Comadiane, de Bâle au Tessin, au Liechtenstein. Liechtenstein aussi, oui. Mais pas en Romandie, quoi. Et à propos de vos points forts de l'année, donc si vous voulez bien Alors, vous les en points parler. forts de l'année, on a notre Assemblée Générale, qui, jusqu'à la crise de la Covid, se tenait au mois de mars de chaque année. L'année dernière, du fait des conditions sanitaires et du fait que nous ne souhaitions pas la faire en distanciel, comme on dit maintenant, nous avons repoussé la date et elle a eu lieu seulement en septembre l'année dernière. Sinon, effectivement, les dates importantes pour l'association, c'est le 14 juillet, mais là, c'est le Consulat général de France qui organise la fête et notre rôle, si on peut dire. On profite de l'occasion. Voilà, on profite de cette occasion pour vendre des roses qu'on achète bon marché. On vend minimum 5 francs. Enfin, on essaye d'acheter des roses à bon marché, ce qui n'est pas toujours facile à Zurich. Même en faisant le tour des fleuristes et en disant que c'est pour une bonne cause, c'est pas toujours facile. Oui. Mais on vend 5 francs minimum chaque rose. D'accord. Et donc, on en achète en général une centaine que nous vendons pendant la... Les personnes, là aussi, donnent ce qu'ils veulent. Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Il y a certains qui donnent beaucoup plus. Il y en a d'autres qui veulent pas. Bon, chacun fait comme il veut. Alors, il faut dire que ça nous prend quand même beaucoup de temps pendant cette cérémonie officielle et que du coup, on profite un petit peu moins que les autres. Des canapés. Des canapés, mais qu'on n'a pas tellement le temps de discuter avec les gens. Donc, vous auriez bien besoin parfois de bénévoles pour ces moments-là. Donc, il est arrivé que nous ayons des gens qui se proposent spontanément pour faire, pas pendant toute la durée, mais peut-être pendant une demi-heure. Mais souvent, on est 2, 3 ou 4 maximum. Mais bon, on le fait avec plaisir parce que ça nous avait rapporté quand même à peu près 1000 francs, je crois, la dernière fois. Et donc, ça rentre dans nos caisses. C'est intéressant. Et la deuxième, c'est le 11 novembre. Alors le 11 novembre, ce qu'on n'a peut-être pas dit avant, c'est que suite à l'internement des soldats français en 1871, il y en a quelques-uns, je crois plus d'une centaine sur le canton de Zurich qui sont décédés. Et en 1873, il y a eu une tombe qui a été érigée au cimetière de Elisabethenstrasse à Wiedikon. Ce cimetière a été désaffecté en 1910, sauf erreur, et a été transféré à Mannheim. D'accord. Et effectivement, chaque année, généralement, c'est le samedi après le 11 novembre, le plus proche. Nous célébrons en collaboration avec le Consulat de France une cérémonie au cimetière de Mannheim. Avec nos autorités, avec le lycée, avec tous les Français qui veulent... pas toutes, un certain nombre d'associations françaises qui se joignent
à cette Même commémoration. les enfants Alors, du la lycée commémoration se fait pour tous les morts depuis 1871, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45 et aussi la guerre d'Algérie. Donc c'est une commémoration sur une longue période. D'accord. Et aussi qui prouve toujours l'amitié franco-suisse. Oui, parce ça que se passe ici. aussi dans l'historique de la société de bienfaisance, il est indiqué que aussi bien pendant tous les conflits, les Suisses ont accueilli des Français en situation difficile. Donc cette amitié franco-suisse, effectivement, elle perdure depuis. Et la plupart du temps, nous avons un divisionnaire qui participe à la cérémonie. Un divisionnaire suisse, pardon. D'accord, très bien entendu. Oui, enfin, celui qui était venu, là, il avait l'air très content de participer, d'être associé. Et aussi au niveau de l'amitié des deux peuples, je trouve que ça joue Exactement. un rôle. C'est ce qu'on essaie de faire, de créer des ponts Voilà. aussi. Alors, je voulais vous donner l'occasion de passer le message. Donc, vous avez dit des membres, des donateurs, bien sûr. Et est-ce que vous cherchez à enrichir l'équipe de professionnels qui vous aident justement pour tout ce qui est soutien moral, des intervenants? Est-ce que vous aimeriez constituer une liste de personnes justement qui seraient prêts aussi à aider? Voilà, je vous laisse en parler. Oui, actuellement, nous sommes 4 bénévoles, dont 2 qui travaillent. Donc, les 2 autres sont retraités. Ça serait effectivement bien d'étoffer l'équipe, peut-être du côté communication, mais surtout aussi éventuellement une assistante sociale à temps partiel. Psychologue même peut-être pour enfants ou des psys, ça peut Oui, aider. ça peut être pour différents cas parce qu'il y a une personne qu'on a suivie là, pendant l'année dernière qui avait des problèmes. Je pense que elle était psychopathe. Dès qu'on dit ça, c'est une connotation particulière. Mais elle avait une maladie psychique et elle avait vraiment besoin d'être suivie. Alors moi, je suis pas une professionnelle en psychologie, mais j'ai eu pas mal de contacts avec elle régulièrement. Puis brusquement, elle n'a plus donné contact. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais dans ces situations, on aimerait bien avoir un appui professionnel. Donc d'avoir et puis sur le côté aide sociale. Oui. Aide sociale et quelquefois aussi sur le côté psychologique. De nos jours, on va chez le psychologue, pas seulement quand on a des grands troubles, mais aussi quand il y a des dépressions, il y a des thérapeutes, il y a des coachs. Donc, ou quelquefois pour demander un conseil dans une situation particulière. Rebondir. Parce que dans le comité, on a la chance d'avoir un avocat. D'accord. Et qui nous est très précieux parce qu'effectivement, dans certains cas, on a besoin de savoir précisément ce que le droit dit, ce qu'il autorise ou pas. Justement, j'aimerais un peu vous poser des questions plus personnelles, un peu mieux vous découvrir, votre parcours, l'arrivée à Zurich et puis ce qui vous motive dans cette bienfaisance et ces idées-là. Peut-être que Anne, on peut commencer ? Est-ce que vous pouvez simplement me dire d'où vient votre envie d'aider les autres, les personnes en difficulté ? C'est un peu lié à mon éducation parce que je peux quand même dire que je suis d'une famille protestante réformée. Mon père avait fait des études de théologie pour être pasteur et puis la vie a été telle qu'il a changé d'activité parce que ça lui permettait pas de nourrir sa famille. Donc lui s'est beaucoup investi à côté de sa profession dans des actions de bénévolat et il en a toujours. Enfin moi je garde une image assez précieuse de cette époque, même si c'était un peu au détriment de sa famille, mais d'un autre côté, il a rendu service à des gens et jusqu'à la fin de sa vie aussi, parce qu'à l'époque, il militait pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Enfin bon. Donc c'est un peu lui qui m'a, on peut dire, montré l'exemple, mais c'est aussi une volonté que j'ai ressentie parce que on voit tellement autour de soi de personnes qui sont dans des situations qu'on a du mal à imaginer. Que je me disais, une fois que je serai à la retraite, donc, puisque c'est mon cas déjà depuis quelques années, je voulais avoir une autre activité que celle que j'avais avant, puisque j'étais prof de sciences SVT au lycée français. D'accord. Et puis après, quand j'étais à la retraite, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et donc, on est venu me chercher, c'est l'avocat qui est toujours avec nous. Comment s'appelle-t-il ? Maître Rioux, R-I-O-U-L-T. D'ailleurs, il a des clients à la fois français et suisses. Il connaît aussi bien le droit français que le droit suisse. Il a les deux nationalités. Il parle aussi bien une langue. Oui, c'est effectivement bon à savoir. Et donc, sachant que je venais de m'arrêter de travailler, il m'a proposé de rejoindre le comité dans la mesure où une personne avait dû quitter le groupe et donc il cherchait quelqu'un d'autre et ça s'est présenté à moi comme ça.
Vous avez l'impression que donner du temps pour les autres personnes, pour aider, être disponible, ça vous enlève quelque chose ou au contraire, ça vous construit mieux? Non, ça enlève pas quelque chose, je crois que ça apporte. Hein. Oui, parce que dans notre société actuelle où on parle beaucoup de construction personnelle, on se regarde le nombril parfois. Alors... Oui, mais disons que moi j'arrive à un âge où mon avenir est quand même plus limité et par contre j'ai une certaine expérience. Et justement, comme dit Xavier, une expérience qu'on peut partager. D'accord. Et l'expérience justement de l'arrivée en Suisse, à Zurich? Alors moi, c'est très très ancien parce que ça fait, attendez que je vous dise, 47 ans que je suis arrivée en Suisse. D'accord. Donc ça fait quelques années. Plus longtemps que la vie en France. Oui, j'ai vécu 24 ans en France et puis depuis, je vis en Suisse. D'accord. Et j'ai demandé la naturalisation il y a pas tellement longtemps, en 2007, je crois. Ah, seulement? Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'avant, à part voter avec le permis d'établissement, on a les mêmes droits quasiment. Mais à un moment, je me suis dit, maintenant, depuis le temps qu'on est dans ce pays, j'aimerais bien pouvoir aussi participer à la vie nationale. Et donc, j'ai fait la démarche pour être naturalisée. Donc maintenant, vous vous sentez plus suisse? Non, je me sens toujours française, mais je me sens, c'est difficile à dire. Intégrée, voilà. Exactement. D'accord. Vous êtes arrivée pour des raisons familiales? Simplement parce que mon mari a fait ses études à l'ETH et après il est resté ici et donc je suis venue le rejoindre. Vous êtes aussi scientifique et votre époux aussi? Lui, il est dans le domaine de l'économie agraire. Ah, d'accord, très bien. Donc lui étant déjà sur place en train de faire ses études et moi faisant les miennes en France, à la fac, quand j'ai eu fini ma maîtrise, je suis venue le rejoindre ici. C'est la raison pour laquelle je suis en Suisse depuis ce temps. Merci d'avoir partagé cette histoire. Et quant à vous, Xavier, je vous repose un peu la même question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans l'association? Disons, je suis obligé un petit peu de parler de mon parcours. Donc, je suis arrivé ici en 2007 à Zurich suite à des raisons professionnelles. Et ne connaissant personne, je me suis un petit peu investi dans des associations, dont Zurich Accueil, où j'ai été vice-président pendant quelques années. Et à un moment donné, j'ai voulu faire une pause. C'était, je crois, en 2017. Et j'ai pratiquement pas eu le temps de faire cette pause parce que à l'époque, j'étais simple membre de la bienfaisance. Je payais juste ma cotisation annuelle. Et le trésorier étant décédé, ils n'ont pas eu trouvé de solution. Et ils m'ont sollicité pour reprendre la comptabilité, même si c'est pas ma grande passion, mais j'ai accepté. Et puis voilà. Et heureusement. Donc pour la bonne cause quand même. Pour la bonne cause. Et puis après, j'ai été amené à seconder Anne en tant que vice-président. Oui, on a envie d'aider les autres, mais des fois, il ne faut pas être trop dans l'émotion parce que ça devient difficile. Après, on s'implique trop. Et justement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est prendre du recul. La distance. Et ça, c'est difficile. Parce que sur le moment, on est, comme dit Xavier, on est touché, on dit et après on se dit mais bon, en fait j'aurais dû attendre, il faut voir, etc. Et je me rappelle que la présidente qui est décédée, qui m'a précédée, qui est décédée il y a 2 ans d'un cancer, m'avait dit, tu sais, il ne faut jamais répondre tout de suite quand tu as des demandes. Il faut toujours prendre du recul. Et je m'aperçois à quel point elle avait raison. Même si on a, nous deux, quelquefois tendance à être trop impliqués, puis trop instinctifs, à vouloir tout de suite régler un problème. Et c'est pas toujours la bonne solution parce qu'on s'aperçoit aussi, on n'a pas énormément de personnes pour l'instant qu'on soutient. On aimerait bien justement en trouver d'autres. Et on s'aperçoit que pour certaines de ces personnes, à la longue, il y a une espèce d'habitude qui se crée. On sait que la bienfaisance est là et donc si on a un problème, de toute façon, il va se résoudre. Et quand il commence à raisonner de cette façon-là, c'est pas bien parce que du coup, au lieu de se prendre en charge avec notre aide, mais eux, d'être actifs, d'essayer justement de se construire un futur qui leur permette de se débrouiller tout seuls, ils ont tendance un peu à se reposer sur nous et se dire c'est pas si grave, finalement on sait qu'ils sont là. Et donc ça c'est un des aspects sur lesquels on devra se pencher un peu plus et nous allons devoir être un peu plus, je ne veux pas dire sévère, mais leur dire, moi je pensais qu'il faudrait qu'on leur écrive noir sur blanc un certain nombre de choses en leur disant voilà, ça c'est incontournable, d'autant que c'est la société de bienfaisance, c'est pas nous.
Oui, voilà, une association, ce ne sont pas vos fonds. On doit rendre des comptes sur la façon dont on utilise l'argent, ce qui est normal. Et donc, voilà. Et donc, on va avoir besoin de faire du recadrage chez certains à cause de ça. Et Xavier, vous êtes de formation bancaire, hein, vous avez été banquier, vous êtes encore banquier? Non, je suis à la retraite depuis 2-3 ans. Mais être banquier, ça implique pas d'être passionné par la comptabilité. Mais je le fais volontiers. Mais j'avais une question financière, du coup, sur les groupes Facebook, etc., il y a beaucoup de jeunes qui essaient d'envoyer leur candidature en Suisse et qui disent à partir de quel salaire minimum est-ce que je peux vivre correctement. Alors je pense que ça peut aider de donner l'information. Vous qui concrètement savez combien coûte un loyer pour, mettons, un studio, la vie quotidienne, la malle, enfin tout ce à quoi il faut s'inscrire, est-ce que vous pouvez donner une fourchette, la vie à Zurich en tout cas? Là, vous me posez une colle, mais effectivement, c'est un gros problème. Une des familles qu'on soutient, ils étaient en Romandie, enfin disons, ils venaient de France, après la Romandie, ils sont venus à Zurich et se sont fait quelque part piégés par le prix des loyers, par le prix des assurances maladie. Oui, surtout une famille, ça chiffre plus. Et ne parlant pas très bien le suisse allemand, ne savait pas qu'il pouvait avoir des subsides pour les assurances maladie, ce genre de choses. Ils ont mis leur enfant au lycée français, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir des bourses. Ah, voyez. D'où l'importance de l'information. Ils n'ont pas été non plus les chercher. C'est des gens qui se préparent mal. Pour ça aussi, enfin disons, on pourrait les envoyer aussi vers Zurich Accueil, parce que Zurich Accueil a créé un petit livre qui s'appelle Zurich Malin, et où il y a toutes ces données. On a été contacté à la bienfaisance par une personne qui venait de l'ouest de la France et qui proposait ses services. Et on lui a dit, on comprenait pas pourquoi, habitant en France, elle voulait proposer ses services. En creusant un peu, son mari a été muté du côté de Winterthur et elle cherchait un travail. Mais là aussi, je l'ai tout de suite mise en garde sur les problèmes qui pouvait y avoir, de bien se renseigner. Et donc, c'est important. Que les gens s'imaginent en Suisse, il n'y a pas de chômage, hein, c'est chômage zéro pratiquement. Donc, on va tout de suite trouver un poste, un job. Et bon, les frontaliers notamment se posent beaucoup cette question, combien d'argent est nécessaire. Voilà, il n'y a pas non plus de salaire minimum officiel en Suisse. Donc, il y a un ordre d'idée, mais... Donc voilà, vraiment renseignez-vous bien. Pour les jeunes dont vous parliez, justement, si ce sont des étudiants, il faut qu'ils s'adressent aux associations d'étudiants de l'école, enfin je sais pas s'ils sont dans une école ou dans une université par exemple, là ils peuvent avoir des renseignements assez précis, et les personnes qui viennent pour s'installer, qui travaillent déjà, avant de venir, qu'ils se renseignent sur la cherté de la vie auprès de l'entreprise qui les engage par exemple, de manière à pouvoir se préparer, parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que des gens sont arrivés en se disant, oh là là, bon, je connais mon salaire et donc il n'y a pas de problème en comparant au salaire français. Effectivement, c'était énorme. Moi, je me rappelle quand je travaillais encore, j'allais en France à des journées de stage avec des collègues français. Je ne disais jamais quel était mon salaire suisse, parce qu'ils avaient l'impression que j'étais milliardaire si je leur disais ça. Mais la conversion est faussée vu le niveau de vie ici. Voilà. Ici, on doit payer nos assurances maladie qui sont beaucoup plus chères que la sécurité sociale. Puis je voudrais rajouter un point sur ce qu'Anne vient de dire. Aussi, ces jeunes, il y en a beaucoup qui ne parlent pas ni l'allemand ni le suisse allemand. Et qui, on peut trouver un job peut-être avec l'anglais, mais c'est pas si évident que ça. C'est vrai, c'est important à dire. Oui, la langue toujours. Pour l'intégration aussi, pour être heureux. Voilà, avant qu'ils viennent, je crois qu'il y a un certain nombre d'informations qu'ils cherchent et qu'ils réunissent, et qu'ils fassent un petit peu le bilan, et qu'ils se renseignent aussi auprès de collègues. Parce que c'est difficile à dire aussi, suivant l'endroit, vous le savez bien, suivant l'endroit où on se loge, le prix des loyers n'est pas le même. Il y a des tas de facteurs qui jouent. Et là, pour les assurances maladie, dans certains cas, il est possible d'avoir des primes plus basses quand on a des difficultés. Mais encore faut-il se renseigner et demander. Donc c'est une bonne information, ça aussi. Et nous avons en particulier une famille que nous suivons, et il faut les pousser, allez vous renseigner pour ci, pour ça. Mais en France, on nous tient la main, on donne notre dossier, après tout de suite. Et on a l'impression qu'ils
qu'ils n'ont pas envie de le faire et donc ils ne le font pas. Et non, donc c'est une habitude. C'est un petit peu le problème. Ouais, c'est ce que je disais, il faut qu'ils aient envie de prendre leur futur en main et donc qu'ils s'investissent dans ces recherches. Le service social en France est fait de telle manière pour épauler les gens, etc. C'est tellement automatisé, même si bien sûr il y a encore des démarches à faire, que oui, ça paraît un peu la mer à boire, on ne sait pas faire forcément quand on arrive alors ici. s'ils ne parlent pas la langue, on leur propose de venir avec eux pour... ils ne peuvent pas dire on ne parle pas la langue, vous les accompagnez parce qu'ils savent vraiment. que s'ils ont besoin, on peut les accompagner. D'accord. Bon, excellent. Xavier, vous avez vécu à Genève. Simplement la comparaison, votre vie à Genève, à Zurich, en tout cas dans le monde du travail, peut-être, est-ce que vous avez vu des grandes différences ? Excellente question. Dans le monde du travail, peut-être pas, mais ici, le milieu francophone étant plus petit, donc ça a été relativement facile de s'adapter. Et puis, la qualité de vie, je la trouve peut-être un peu meilleure qu'en Romandie. On est tout de suite dans la nature, on est à 1 heure des pistes de ski, on est à 1 heure de l'Allemagne, 1h30 de la France ou 1 heure. Et même si au début mon allemand était quelque peu limité, les gens cherchent enfin disons sont accueillants. Je veux dire. Une bonne expérience. Bonne expérience, ouais. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On en vient à la fin de l'interview. J'ai l'habitude de demander une citation ou un proverbe qui vous touche, quelque chose qui vous suit. Alors, on peut avoir de tout, même des choses un peu humoristiques. Alors, si l'un de vous deux, peut-être Anne, de votre papa ou... Je ne sais pas si c'est un trait direct avec notre sujet, mais je pense à la citation de Marie Curie, mais je suis incapable de faire des citations sans changer un mot ou l'autre. C'est pas grave. Qui dit, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Waouh, très très joli. Bah oui, je pense que c'est aussi lié. Oui, c'est un peu lié. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci Xavier, merci Anne de votre participation au podcast. J'espère vraiment du coup qu'on le médiatisera un peu mieux, que les gens sauront que vous existez. Et voilà, n'hésiteront pas à vous contacter. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre les aventures de Franzine, de diffuser autour de vous l'existence de cette association de bienfaisance. Merci de vos écoutes, de vos partages, de vos likes. À bientôt, bonne semaine.